Aujourd'hui, nous avons la chance immense d'accueillir une immense actrice, Dominique Blanc. De passage à Périgueux, elle a accepté de nous rencontrer avec des élèves et des professeurs de l'Orgaté. En effet, cette année, un programme lui est dédié pour le baccalauréat. Les élèves, ils étudient le jeu théâtral, l'interprétation et la grande carrière de Dominique Blanc. Sans plus tarder, nous allons commencer notre discussion. Dominique, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous tout d'abord nous parler de vos débuts, de votre rencontre avec le théâtre? Je suis née à Lyon. Et Lyon, à ce moment-là, est une ville où il y a une grande activité théâtrale. J'ai commencé par aller au théâtre des Célestins, dans le 8e. C'est une ville où il y a une grande activité théâtrale. Et avec mon lycée, je vais au théâtre finalement assez tôt. Je vais au théâtre des Célestins où je vais entendre tous les auteurs classiques. Et je vais même aussi découvrir la comédie française alors que je n'ai qu'une dizaine d'années. Et puis ensuite, je vais aller au théâtre du 8e qui est dirigé par Marcel Maréchal, où là, j'aurai accès à un théâtre plus contemporain. Et puis tout à fait par hasard, je le raconte dans le livre, je vais aller au TMP, où je vais découvrir le spectacle de Patrice Chéreau, Massacre à Paris, qui est un peu la genèse de La Reine Margot. Et on va dire que je prends des cours d'art dramatique pour convaincre mes parents. Je leur explique que je suis très très timide, ce qui est vrai, et que ça va m'aider à acquérir de l'assurance. Voilà. Et c'est vrai que c'est formidable de ce point de vue-là. Et puis après, je vais laisser tomber mes rêves, ce qu'il ne faut jamais faire. Et comme je suis assez scientifique, je vais me diriger vers l'architecture pendant 2 ans, parce que je suis aussi très intéressée par la psychiatrie, et j'ai vu que Bruno Bettelheim travaille avec des enfants autistes et avec des architectes. Donc pendant 2 ans, je vais faire de l'architecture. Et puis quand je vais arriver à Paris, je me dis qu'il faudrait quand même que j'essaye cette chose dont j'avais très envie au cœur de moi, mais au plus secret. Et j'ai commencé à prendre des cours donc chez Charles Dullin. Lui était mort, mais il avait ses amis qui donnaient des cours. Et puis je suis arrivée au cours Florent. Et c'est vraiment la rencontre avec François Florent qui fait que je n'ai pas lâché, parce que je suis tombée tout d'un coup sur quelqu'un qui a été la première personne à croire en moi et à me dire tu vas rater tous les concours, mais c'est pas grave, il faut qu'on voit ta gueule. Bon, alors, bon tact. Et c'est la première personne qui vraiment a cru en mon potentiel et en mes possibilités. Voilà. Donc ça a été une rencontre extrêmement importante. Et puis après, ça s'est enchaîné avec Pierre Roman et Tchekhov. Et là, ça a été une année de travail tout à fait merveilleuse. Merci. Vous êtes venu avec un livre que vous avez écrit pour l'occasion. Pouvez-vous nous en parler? Quel est son contenu? Eh bien, c'est un livre qui s'appelle Chantier Jeu, où je raconte un petit peu de l'enfance, un petit peu de l'adolescence, et l'entrée dans ce métier, et surtout tous les échecs nombreux et les refus nombreux, parce que c'est très difficile de pénétrer dans cet univers. Et puis, je raconte 3 rôles qui me tiennent beaucoup à cœur. Le rôle de Suzanne dans Le Mariage du Figaro, le rôle de Phèdre dans la mise en scène de Patrice Chéreau, et tous les rôles de Angels in America mis en scène par Arnaud Despluchin. Le Mariage de Figaro a été mis en scène par Arnaud Vincent, qui est un très grand metteur en scène de théâtre, qui est disparu il y a très peu de temps. Ça me donnera l'occasion de parler de lui et du travail avec lui pour créer ce personnage et ce spectacle, surtout parce qu'on était très très nombreux. Phèdre, je vais pouvoir raconter un peu les répétitions, le climat des lectures et comment les choses se sont fabriquées. Et puis Angels in America, c'est vraiment
C'est une pièce de Dominique Büchner et c'est exceptionnel sur l'arrivée du sida dans les années 80 à New York. Et j'ai la chance d'y incarner 3 hommes et 3 femmes. Donc c'est vraiment passionnant de bout en bout. Voilà. Donc j'essaye de raconter ça pour le transmettre en gros à la jeunesse. Et je trouve que c'est une grande chance qu'on m'ait proposé ça, parce que quand on arrive à mon âge, finalement, le plus important, le plus intéressant, c'est de transmettre ce qu'on a appris, je pense. C'est ce qu'il y a de plus joyeux. Maintenant, nous avons une petite surprise pour vous, Dominique. Sur la tête d'une jeune fille et doux le matin des noces à l'œil amoureux d'un époux. Que mesures-tu donc là, mon fils? Je regarde, ma petite Suzanne, si ce beau lit que Monseigneur nous donne aura bonne grâce ici. Dans cette chambre? Il nous la cède. Et moi, je n'en veux point. Pourquoi? Je n'en veux point. Mais encore. Elle me déplaît. On dit une raison. Si je n'en veux pas dire. Quand elles sont sûres de nous. Prouver que j'ai raison serait accordé que je puis avoir tort. Es-tu mon serviteur ou non? Tu prends de l'humeur contre la chambre du château, la plus commode, et qui tient le milieu des 2 appartements. La nuit, si madame est incommodée, elle sonnera de ce côté, zeste, en 2 pas, tu es chez elle. Monseigneur veut-il quelque chose? Il n'a qu'à teinter du sien, crac, en 3 sauts. Me voilà rendu. Fort bien. Et quand il aura teinté le matin pour te donner quelques bonnes et longues commissions, zeste, en 2 pas il est à ma portée, crac, en 3 sauts. Qu'entendez-vous par ces paroles? Il faudrait m'écouter tranquillement. Qu'est-ce qu'il y a, bon Dieu? Il y a, mon ami, que las de courtiser les beautés des environs, Monsieur le comte Almaviva veut rentrer au château, mais non pas chez sa femme. C'est sur la tienne, entends-tu, qu'il a jeté ses vues, auquel il espère que ce logement ne nuira pas. Tu croyais, mon garçon, que cette dot qu'on me donne était pour les beaux yeux de ton mérite? Vous avez assez fait pour l'espérer? Que les gens d'esprit sont bêtes. On le dit. Et c'est qu'on ne veut pas le croire. On a tort. À peu qu'il la destine à obtenir de moi, secrètement, certains quarts d'heure, celle à seule, qu'un ancien bras du Seigneur, tu sais, s'il était triste. Je le sais tellement que si monsieur le comte, en se mariant, n'eût pas aboli ce droit honteux, jamais je ne fusse épousé dans ces domaines. Eh bien, s'il l'a détruit, il s'en repent, et c'est de ta fiancée qu'il veut le racheter en secret aujourd'hui. Ma tête s'avolit de surprise et mon front fertilisé. Ne le frotte donc pas. Quel danger! S'il y venait un petit bouton, des gens superstitieux. Tu ris, friponne. Ah! S'il y avait un moyen d'attraper ce grand trompeur, de le faire donner dans un bon piège et d'empocher son or. De l'intrigue et de l'argent, te voilà dans ta sphère. Nous revenons après cette belle interprétation de la scène d'ouverture du mariage de Figaro. Dominique, est-ce que chaque rôle que vous avez joué reste d'une certaine manière en vous? Est-ce qu'ils nourrissent les rôles suivants? Si vous voulez, je crois que chaque rôle n'en finit pas de me construire. Parce que chaque rôle va m'inspirer et finalement rester à l'intérieur de moi. Alors, au niveau des textes, n'attendez pas de moi que je rejoue Phèdre, je n'en serais pas capable. Mais si je prends un petit classique, je ne sais où, la tirade va se dérouler automatiquement. Mais je crois que chaque rôle va m'imprégner. Par exemple, dans Maison Poupée, le rôle de Nora qui a été mis en scène par Deborah Warner, qui est un des rôles féminins les plus beaux que j'ai joués,
m'apporter tellement de courage. Et en fait, c'est une femme qui, à la fin de la pièce, donc en 1800 et quelques, donc c'est tout à fait révolutionnaire, va quitter son mari et ses enfants. Et quand j'ai joué la pièce à l'Odéon, il y a maintenant, 1997, donc ça fait du temps, certaines femmes venaient m'attendre à la sortie et me dire, vous savez, ça n'a pas changé. Aujourd'hui, une femme qui quitte son mari et ses enfants, bon, c'est différent aujourd'hui, mais en 97, elle m'a dit, ça ne change pas. C'est elle la coupable, de toute façon. Maintenant, je crois que les mentalités ont évolué, mais c'est une pièce qui a fait évidemment terriblement scandale. Et moi, j'ai adoré défendre ce personnage. J'ai trouvé vraiment que là aussi, le texte était très beau, là aussi, la traduction était remarquable. Finalement, un rôle va nourrir le rôle d'après, si vous voulez. Donc, au bout d'un moment, il y a de la matière humaine au fond de soi. Et tout ça est en écho à l'intérieur de soi. Mais je crois que pour chaque comédien et pour chaque comédienne, finalement. Peut-être davantage au théâtre, évidemment, parce qu'au théâtre, oui, les auteurs ont plus de talent qu'au cinéma, quoi. Parce qu'au cinéma, moi, je reçois des trucs, enfin, je peux pas vous dire, quoi, ça vous tombe des mains. C'est plus que ras de terre, c'est vide, c'est creux, c'est nul, ça raconte rien. Ah oui. Il faut pas faire. Enfin, moi, j'y vais pas. Non, moi, ce qui m'importe, c'est vraiment le... Enfin, j'ai eu cette chance, parce que, si vous voulez, quand vous démarrez avec Chéreau, c'est une chance majeure, quoi. J'ai fait des petits trucs avant, j'ai fait des petits trucs à la télé, j'ai fait la figuration au cinéma, mais la vraie rencontre incroyable, bon, j'ai tourné dans La femme de ma vie, mais tout ça, c'était après. Mais la vraie rencontre qui m'a finalement bâtie, si vous voulez, il y a François Florent, il y a Pierre Mauroman, et évidemment énormément Chéreau, parce que Chéreau, j'ai travaillé 6 fois avec lui, au théâtre comme au cinéma. Et oui, c'est vrai que la petite pute que je joue dans Les Paravents, que j'ai mis là, qui arrive à la fin du spectacle, je m'en rappelle encore, c'est sûr. Mais je m'en rappelle encore parce que j'ai travaillé avec lui aussi. Vous voyez, tout est lié. Donc tout ça fait des sédiments qui font une espèce de comment est-ce que je pourrais dire, oui, un sédiment, des sédiments, qui font que ce qui m'a intéressée, si vous voulez, dans l'aventure que je vis maintenant et au présent, c'est ce qui se passe ce matin. Vous voyez? Je sais qu'à Lorient, c'est pareil, ça a déclenché quelque chose qui fait qu'à Lorient, je vais avoir des lycéens, des profs, et on va passer 2 heures à parler. Et au fond, pour moi, c'est pour ça que j'ai accepté cette aventure. Probablement que d'autres comédiennes auraient pu jouer le rôle que j'ai joué. C'est évident, je ne suis pas du tout irremplaçable. Et c'est la première chose qu'on apprend en français, c'est que dès que vous avez un pépin, hop, vous êtes remplacé, mais comme ça. Donc personne n'est irremplaçable. Je pense que beaucoup de comédiennes auraient pu prendre ma place. Mais il se trouve que ça tombe sur moi, sauf que je dis oui, et puis c'est comme ça. Bon, le fait d'être à la Comédie Française aussi a probablement beaucoup joué pour les professeurs, pour les lycéens, pour le prestige de cette maison de 1680. Mais moi, ce qui m'enchante, c'est ce qui passe ce matin. Et je ne sais pas ce qui va se passer à Lorient. On verra bien. Comme vous nous avez parlé de Patrice Chéreau, nous allons tout de suite enchaîner sur des extraits de Phèdre joués par les élèves de l'Orgati.
son flanc, c'est Hippolyte. Ah, Dieu! Ce reproche vous touche? Malheureuse! Quel nom est sorti de ta bouche? Eh bien, votre colère éclate avec raison. J'aime à vous voir frémir à ce funeste nom. Vivez, ne souffrez pas, que le fils d'un Scythe, accablant aux enfants d'un empire odieux, descendant au plus beau sang de la Grèce et des dieux. Mais ne différez point, chaque moment vous tue, tandis que vos jours presque consumés, le flambeau dure encore et peut se rallumer. J'en ai trop prolongé la coupable durée. Quoi? Et de quel remords êtes-vous déchiré? Quel crime a pu causer un trouble si pressant? Vos mains n'ont pas trempé dans le sang innocent. Grâce au ciel, mes mains ne sont pas criminelles. Plutôt Dieu que mon cœur fût innocent comme elle. Et à quel affreux projet avez-vous enfanté, dont votre cœur encore doit être épouvanté? Je t'en ai dit assez, épargne-moi le reste. Je meurs pour ne point faire un aveu si funeste. Mourrez donc! Et gardez un silence inhumain. Mais pour fermer vos yeux, cherchez une autre main. Cruel. Quand ma foi vous a-t-elle déçu? Songez-vous qu'en naissant, mes bras vous ont reçu? Mon pays, mes enfants, pour vous, j'ai tout quitté. Me réservez-vous ce prix à ma fidélité? Quel fruit espères-tu de tant de violence? Tu frémiras d'horreur sur le silence. Et que me direz-vous, grand Dieu, à l'horreur de me voir frémir à mes yeux? Quand tu sauras mon crime et le sort qui m'accable, je n'en mourrai pas moins, j'en mourrai plus coupable. Madame, au nom des pleurs que j'ai versés pour vous, par vos faibles genoux que je tiens embrassés, délivrez mon esprit de ce funeste doute. Tu le veux. Lève-toi. Parlez. Je vous écoute. Ciel, que lui vais-je dire? Et par où commencer? Par de vaines frayeurs, cessez de m'offenser. Ô haine de Vénus, ô fatale colère, dans quel égarement l'amour jeta ma mère? Oublions-les, madame, et qu'à tout l'avenir un silence éternel cache ce souvenir. Ariane, ma sœur, de quel amour blessé, vous mourûtes au bord, vous fûtes laissée. Que faites-vous, madame? Et par quel mortel ennui, contre tout votre sang, vous anime aujourd'hui? Puisque Vénus le veut, de ce sang déplorable, je péris la dernière et la plus misérable. Aimez-vous? De l'amour, j'ai toutes les fureurs. Pour qui? Tu vas ouïr le comble des horreurs. J'aime. À ce nom fatal, je tremble, je frissonne. J'aime. Qui? Tu connais ce fils de l'Amazone, ce prince si longtemps par moi-même opprimé? Hippolyte? Grand Dieu! Juste ciel! Tout mon sang dans mes veines se glace! Ô désespoir, ô crime, ô déplorable race! Voyage infortuné, rivage malheureux! Fallait-il approcher de tes bords dangereux? Mon mal vient de plus loin. À peine au fils d'Égée, sous les lois de l'hymen, je m'étais engagée. Mon repos, mon bonheur semblaient être affermis. Athènes me montra mon superbe ennemi. Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue. Un trouble s'éleva dans mon âme éperdue. Mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler. Je sentis tout mon corps étransir et brûler. Je reconnus Vénus et ses feux redoutables d'un sang qu'elle poursuit, tourment inévitable. Par des vœux assidus, je crus les détourner. Je lui bâtis un temple et pris soin de l'orner. De victimes moi-même à toute heure entourée, je cherchais dans leur flanc ma raison égarée. D'un incurable amour, remède un peu puissant. Enfin, sur les autels, ma main brûlait l'encens. Quand ma bouche implorait le nom de la déesse, j'adorais Hippolyte et le voyant sans cesse. Même au pied des autels que je faisais fumer, j'offrais tout à ce Dieu que je n'osais nommer. Dieu, qu'est-ce que j'entends? Madame, oubliez-vous que Thésée est mon père et qu'il est votre époux? Et sur quoi jugez-vous que j'en perds la mémoire, prince? Aurais-je perdu tout le soin de ma gloire? Madame, pardonnez,
J'avoue en rougissant que j'accusais à tort un discours innocent. Ma honte ne peut soutenir votre vue et je vais... Ah, cruel! Tu m'as trop entendu. Je t'en ai dit assez pour te tirer d'erreur. Eh bien, connais donc Phèdre et toute sa fureur. J'aime. Ne pense pas qu'au moment que je t'aime, innocente à mes yeux, je m'approuve moi-même, ni que du fol amour qui trouble ma raison, ma lâche complaisance et nourrit le poison. Objet d'infortuné des vengeances célestes, je m'abhorre encore plus que tu ne me détestes. Les dieux m'en sont témoins. Ces dieux qui dans mon flanc ont allumé le feu fatal à tout mon sang. Ces dieux qui se sont fait une gloire cruelle de séduire le cœur d'une faible mortelle. Toi-même en ton esprit rappelle le passé. C'est peu de t'avoir fui, cruelle. Je t'ai chassée. J'ai voulu te paraître odieuse, inhumaine, pour mieux te résister. J'ai recherché ta haine. De quoi m'ont profité mes inutiles soins? Tu me haïssais plus. Je ne t'aimais pas moins. Tes malheurs te prêtaient encore de nouveaux charmes. J'ai langui, j'ai séché, dans les feux, dans les larmes. Il suffit de tes yeux pour t'en persuader. Si tes yeux un moment pouvaient me regarder. Que dis-je? Cet aveu que je viens de faire, cet aveu si honteux, le crois-tu volontaire? Tremblante pour un fils que je n'osais trahir, je te venais prier de ne le point haïr. Faible projet d'un cœur trop plein de ce qui m'aime. Hélas, je ne t'ai pu parler que de toi-même. Venge-toi. Punis-moi d'un odieux amour, digne fils du héros qui t'a donné le jour. Délivre l'univers d'un monstre qui t'irrite. La veuve de Thésée ose aimer Hippolyte. Crois-moi, ce monstre affreux ne doit point t'échapper. Voilà mon cœur. C'est là que ta main doit frapper. Impatient déjà d'expier son offense, au-devant de son bras, je le sens qui s'avance. Frappe! C'est assez. J'ai fait l'indigne aveu d'un amour qui l'outrage. Il vit. Je ne veux pas en savoir davantage. Quoi? Je te l'ai prédit, mais tu n'as pas voulu. Sur mes justes remords, tes pleurs ont prévalu. Je mourrai ce matin, digne d'être pleuré. J'ai suivi tes conseils, je meurs déshonorée. Vous mourrez? Juste ciel, qu'ai-je fait aujourd'hui? Mon époux va paraître, et son fils avec lui. Je verrai le témoin de ma flamme adultère observer de quel pont j'ose aborder son père. Le cœur gros de soupirs, qu'il n'a pas écouté. L'œil humide de pleurs par l'ingrat rebuté. Penses-tu que, sensible à l'honneur de Thésée, il lui cache l'ardeur de se embraser? Laissera-t-il trahir et son père et son roi? Pourra-t-il contenir la haine qu'il a pour moi? Mourons. De tant d'horreur qu'un trépas me délivre, est-ce un malheur si grand que de cesser de vivre? La mort au malheureux ne cause pour d'effroi. Je crains que le nom que je laisse derrière moi. Pour mes tristes enfants, quel affreux héritage! Le sang de Jupiter doit enfler leur courage, mais quelque juste orgueil qu'inspire un sens si beau. Le crime d'une mère est un puissant fardeau. Je tremble qu'un discours, hélas, trop véritable, un jour ne leur reproche une mère coupable. Je tremble qu'opprimée de ce poids odieux, l'un ni l'autre, je
jamais n'ose lever les yeux. Il n'en faut point douter. Je les plains l'un comme l'autre. Jamais crainte ne fut plus juste que la vôtre. Mais, à de tels affronts, pourquoi les exposer? Pourquoi contre vous-même allez-vous déposer? Sans effet, on dira que Phèdre coupable de son époux trahi fuit l'aspect redoutable. Hippolyte est heureux qu'au début de votre jour, vous-même, en expirant, appuyez ce discours. À votre accusateur, que pourrais-je répondre? Je serai devant lui trop facile à confondre. De son triomphe, affreux, je le verrai jouir, et compter votre honte à qui voudra l'ouïr. Ah! Mais plutôt du ciel, la flamme me dévore. Ne me trompez point. Dit-il cher encore? Je le vois comme un monstre, effroyable à mes yeux. Pourquoi donc lui accorder une victoire entière? Vous le craignez? Osez l'accuser, la première du crime dont il peut vous charger aujourd'hui. Qui vous démentira? Tout parle contre lui. Quels fruits recevront-ils de leurs vaines amours? Ils ne se verront plus. Ils s'aimeront toujours au moment que je pars. Ah! Mortelle pensée! Ils bravent la fureur d'une amante insensée. Malgré ce même exil qui va les écarter, ils font mille serments de ne se point quitter. Non, je ne veux plus souffrir d'un bonheur qui m'outrage. Eunope, prends pitié de ma jalouse rage. Il faut perdre un récit. Il faut de mon époux, contre un sang odieux, réveiller le courroux, qui ne se bande pas à des peines légères. Le crime de la sœur, pas celui des frères. Dans mes jaloux transports, je le veux implorer. Que fais-je? Où ma raison se va-t-elle égarer? Moi, jalouse, Thésée est celui que j'implore. Mon époux est vivant, et moi je brûle encore. Pour qui? Quel est le cœur où prétendent mes vœux? Chaque mot sur mon front fait dresser mes cheveux. Mes crimes désormais ont comblé la mesure. Je respire à la fois l'inceste et l'imposture. Mes homicides demain ont à se venger, dont le sang innocent brûle de ce plongé. Misérable! Et je vis, et je soutiens la vue de ce sacré soleil dont je suis descendue. Et repoussez, madame, une injuste terreur. Regardez d'un autre œil l'inexcusable erreur. Vous aimez. On ne peut vaincre sa destinée. Par un charme fatal, vous fûtes entraînés. Est-ce donc un prodige inouï parmi nous? L'amour n'a-t-il encore triomphé que de vous? La faiblesse aux humains n'est que trop naturelle. Mortelle, subissez le sort d'une mortelle. Vous vous plaignez d'un joug imposé des montants. Les dieux même, les dieux de l'Olympe habitants, qui d'un bruit si terrible épouvante les crimes, ont brûlé quelquefois de feux illégitimes. Qu'entends-je? Quel conseil a-t-on me donné? Ainsi donc, jusqu'au bout, tu veux m'empoisonner? Malheureuse, voilà comme tu m'as perdue au jour que je fuyais. C'est toi qui m'as rendu, j'évitais Hippolyte. Tu me l'as fait voir. De quoi te chargeais-tu? Pourquoi ta bouche impie a-t-elle, en l'accusant, osé noircir sa vie? Il en mourra peut-être, et d'un père insensé. Le sacrilège veut peut-être être exaucé. Je ne t'écoute plus. Va-t'en, monstre exécrable. Va, laisse-moi le soin de mon sort déplorable. Puisse le juste ciel
dignement te payer et puisse ton supplice à jamais effrayer tous ceux qui, comme toi, par de lâches adresses, des princes malheureux nourrissent les faiblesses, les poussent au penchant où leur cœur est enclin et leur rose du crime à planir le chemin. Détestable flatteur, présent le plus funeste, que puisse faire au roi la colère céleste? Une question m'est venue après avoir vu ces extraits de Phèdre. Quand on a joué un spectacle autant de fois, est-ce qu'il vous arrive encore d'avoir le trac avant de monter sur scène? Oui. J'espère l'avoir jusqu'à la fin de ma vie, hein, parce que le jour où je l'aurai plus, je pense que j'arrêterai de jouer. Oui, bien sûr, le trac. Alors ça se manifeste avec des intensités différentes. Par exemple, le soir d'une première, j'ai beaucoup le trac. Un jour comme aujourd'hui, je l'ai aussi, mais un peu moins parce que j'ai déjà joué la pièce, tu vois. Mais c'est une sensation merveilleuse, le trac. Moi, j'adore ça. On a le cœur qui s'affole, on commence un peu à transpirer de la tête, on a du picotement des fesses. C'est un truc très physique, mais j'adore ça parce que ça fait battre le cœur. Et on a tous le trac. La personne, la directrice technique qui s'occupe du spectacle et des caméras, par exemple, elle m'a confié juste avant que le spectacle ne démarre qu'elle a un trac phénoménal. Quand on joue à 8h30, à partir de 8h15, c'est terrible. Tu vois, elle a peur de partout, elle a peur tout le temps. Et puis le spectacle commence et ça s'arrête. Et moi, quand le spectacle commence, une fois que je suis sur la scène, j'ai plus peur. La peur s'en va. Après, elle revient plus. Mais j'adore ça, le trac, j'adore. Tu sais, c'est des émotions très... C'est un métier où en fait, on est... Le métier de comédienne, c'est un métier où on est très... comme une matière spongieuse. Donc on absorbe beaucoup les émotions des autres. Ça nous aide. Moi, ça m'aide énormément pendant les répétitions. Et quand vous rejouez des rôles très souvent, comme ce fut le cas pour Phèdre, est-ce qu'il vous arrive de vous lasser de vos personnages? Non. Non. Parce que si tu veux... Bon, en plus ici, tu joues beaucoup de rôles, tu sais, en alternance. Donc tu joues... Un jour tu joues une reine, le lendemain tu joues un esclave, un tout petit rôle. Tu sais, il y a un phénomène comme ça. Quand tu rentres à la Comédie Française, on te propose des grands rôles, mais à la condition que tu acceptes aussi des tout petits. Donc, en fait, moi, je ne peux jamais me lasser d'un personnage parce que j'ai eu la chance de travailler avec ces artistes-là dont je parlais, notamment avec Chéreau. Chéreau m'a appris que d'une représentation en une autre représentation, tu ne cesses jamais de travailler. Tu ne cesses jamais de creuser ton sillon. Parce que tu veux t'approcher de la vérité. Donc, cet après-midi, j'ai tenté des choses que je n'ai pas fait la dernière fois. Et demain soir, je vais tenter encore autre chose. Et lundi à 14h, je tenterai encore autre chose. C'est-à-dire que le travail de comédienne, si tu veux, ne va jamais s'arrêter. Mais le travail de comédien, c'est pareil. En fait, ça ne s'arrête jamais. Parce que le public est là, mais toi, tu continues à travailler. Tu ne veux pas te dire, bon, ok, le soir de la première, c'est bon, j'ai eu des bonnes critiques, tranquille, pépère. Non, tu ne peux pas te dire ça. C'est un métier qui est trop fragile, c'est un métier qui est trop précieux. Moi, je me suis trop battue pour arriver à le faire, ce métier. Tu vois, donc quand ça arrive, il n'y a pas de lassitude.
Il peut y avoir de la fatigue, oui, surtout ici, parce qu'on a quand même un rythme très fort. Donc des fois tu peux dire, bon, je vais me prendre une petite vitamine C, puisque ce soir je ne suis pas trop la pêche. Mais autrement, il n'y a jamais de lassitude. Il ne peut pas y en avoir. Avez-vous un rôle que vous désirez absolument interpréter? Le désir du metteur en scène. Oui, tout à fait. En fait, le désir des autres, metteurs en scène ou auteurs, ont toujours pour moi prévalu sur le mien. J'ai toujours trouvé très intéressant qu'on vienne me voir pour me proposer des choses auxquelles je n'aurais jamais pensé moi-même. Donc j'ai pas, de trajectoire où je voudrais absolument jouer, je sais pas, Cicéron avant de mourir ou des choses comme ça. Pas du tout. Ce que j'aime bien, c'est qu'on vienne vers moi, par exemple comme au hasard Arnaud Desplechin, et qu'ils me disent, voilà, je te propose 3 rôles d'hommes, 3 rôles de femmes, un rabbin, un médecin, un général de l'armée soviétique, et puis ensuite 3 femmes, aussi cinglées les unes que les autres, Anna qui est une mormone, Ethel Rosenberg que nous connaissons, et qui sera déclarée innocente, mais qui fut quand même condamnée à mort, et puis un ange, jouer un ange, j'aurais jamais pu le deviner. Puisque vous nous avez parlé d'Arnaud Desplechin et d'Angels in America, nous allons tout de suite voir des extraits de cette pièce pour illustrer cette pluralité de personnages dont vous nous avez fait part. Bon, allez, c'est parti, faut C'est une incroyable nouvelle, ma douce. Je dois y penser. Évidemment. Refuse. Tu viens de dire que tu allais réfléchir. Je ne veux pas habiter Washington. Eh bien, moi, si. C'est un cimetière géant, orné partout de tombes et de mausolées. On pourrait habiter hors de la ville, à Georgetown ou ailleurs. On est heureux ici. Ce n'est pas totalement vrai, ma douce. Enfin, plutôt heureux, soi-disant heureux. Le moment est venu de changer, Harper. Changer? Non. Pourquoi? Il y a 4 ans que je n'ai pas changé de poste. Je gagne 29 000 $ par an. C'est ridicule. Je suis sorti 4e de ma promotion et je suis celui qui gagne le moins. Je suis fatigué d'être assesseur dans un tribunal. Je veux aller là où de grandes choses se passent. Il ne se passe rien d'important à Washington. Ça Alors, nous fera vivre hors des enseignements de l'église. On achètera un nouveau mobilier à la mode et on deviendra un joli petit couple friqué. J'ai mieux à faire ici. alors déménageons. Vous pourrez habiter à Georgetown. Georgetown, c'est pire. L'exorcisme s'est passé à Georgetown. Où que tu regardes, Harper, tu vois le diable. Oui, partout. Tu as pris combien de Valium aujourd'hui? Aucun. 1. 3. 3 seulement. Allez, c'est une suivante. Faut que vous mettiez la table. Monsieur le conseiller? Désolée, je ne connais pas votre nom. Ça ne fait rien. Service informatique, quantité négligeable. Joe Pitt. Je travaille avec le juge Wilson. Oh, je sais. Conseiller Pitt, premier conseiller. Vous
étiez en train de... Ça va? Oh oui, merci. Comme vous êtes gentil. Moins que vous le croyez. Quoi? Pas aussi gentil que vous le croyez. Pas du tout, même. Vous êtes sûr que... La vie est une saloperie. La vie est une vraie saloperie. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai filé mes collants. Pardon? J'ai rien dit. Écoutez, merci de vous intéresser. C'est vraiment bien de venir nous parler. Pardon. Un ami malade. Oh, je suis désolée. Oui, oui. C'est quand même gentil. 3 de vos collègues ont le droit à ce spectacle et vous êtes le premier à vous intéresser à moi. Les autres se sont contentés d'ouvrir la porte, de me voir et de filer. J'espère qu'ils crevaient d'envie de pisser. Vous ne voulez pas se mêler de vos affaires? Ah, des sales réganiens machos sans cœur. Ne parlez pas comme ça. Vous ne les croyez pas machos et sans cœur, ces avocats réganiens? J'ai voté pour Reagan. Vous avez fait ça? Oui, les 2 fois. Les 2 fois? Eh bien, un républicain gay. Je vous demande pardon. Je ne suis pas... Parlons d'autre chose. Vous êtes républicain ou bien est-ce que... Quoi? Quoi? Gay? Non, je ne suis pas gay. Ah, pourtant... Oui? Il arrive qu'en écoutant quelqu'un, rien qu'à sa façon de parler, il soit possible de dire... Je veux dire, vous avez l'air de... Non. Ce n'est pas le cas. L'air de quoi? D'un républicain. Vous trouvez que j'ai l'air d'un... De quoi? D'un républicain ou d'un... Et moi? Vous quoi? Est-ce que j'ai l'air d'un... D'un? Désolée, je ne comprends pas bien. Oui, je m'appelle Louise. Mais tous mes amis m'appellent Louise. Merci pour pas vécu. Dehors. Où ça? Dehors, c'est tout, je réfléchissais. Il est tard. Je devais réfléchir à plein de choses. J'ai laissé brûler le dîner. Pardon? Pas mon dîner, le mien c'est allé. Le tien, je l'ai remis au four, j'ai tourné les boutons à fond et j'ai regardé se calciner. Il est encore chaud, tu le veux? Pourquoi tu as fait ça? Je sais, c'est ce qu'aurait fait une femme au foyer, psychologiquement dérangée, sexuellement frustrée et bourrée de pilules. Donc je l'ai fait, tu pourras encore me dire ce que j'ai à faire. Combien de comprimés? Une poignée, ne change pas de sujet. Je te parlerai pas comme Non, ça. non, fais pas ça. Je veux bien. Les comprimés, c'est pas le problème. Je veux savoir où j'étais, je veux savoir ce qui se passe. Mais ce qui se passe où? Dans mon boulot? Le travail n'arrive à moi. J'ai dit que j'avais besoin de temps pour décider. C'est pas le travail. Monsieur Cohn m'a appelé, il m'a dit de faire vite. C'est pas... Il me semble qu'on puisse tirer aucune parole sur toi, donc... Tais-toi. Voilà. J'ai quelque chose à te demander. Et je ne sais plus, moi. À quoi? Vas-y, demande, pose ta question, vas-y. Je peux pas, j'ai peur de toi. Je suis fatigué. Je peux. Réponds sans que j'ai à te demander, je t'en prie. Quand tu rentres le soir, tu as un visage qui est différent de celui que je connais. Je suis saisie par l'air que tu as, aveugle et dur. Ton poids dans la nuit, ta façon de respirer dans ton sommeil, je ne les reconnais plus. Tu me terrifies. Je te connais. Oui, je suis l'ennemi, c'est clair. Ça ne change pas.
Tu crois que tu es seule à être détestée par l'amour, mais moi aussi je déteste faire avec toi. Je suis contente qu'on ne le fasse plus. Je rêve que tu me bats si fort que mes articulations se brisent, comme de la cire que j'éclate en morceaux. C'est comme un péché, j'ai toujours su, j'ai fait une erreur en t'épousant. C'est en train de nous détruire. Je devine toujours quand tu prends des comprimés. Ton visage devient rouge, tu te mets à suer. Et la plupart du temps, c'est pour ça que je n'ai pas envie de... À cause d'eux? Eh bien, comme ça, tu n'es pas jolie. J'ai une question à te poser. Vas-y, demande, demande. Mais enfin, qu'est-ce que... Es-tu homo? Oui? Si tu essaies de partir maintenant, je remets ton plat dans le fur. J'en ferai les asphyxie tout l'immeuble, alors pour une fois, aide-moi! Sinon je le ferai! Réponds à ma question! Si je... Réponds, je t'en prie, on verra par la suite. Non. Je ne le suis pas. Je ne vois pas ce que ça change. Bon, allez, Sanou. Cette table, derrière celle-là, comme ça. Il faut le train, le téléphone sur la table. Il est où, le monsieur? Là, c'est parfait. Le téléphone, le train d'abord. Prête? Ok. Maman? Jo, Oui. tu es dans la rue, tu m'appelles d'une cabine. Il est au moins 4 heures du matin, que se passe-t-il? Rien, C'est Harper? Jo? Oui, je suis là. Non. Harper va bien. Non. Elle ne va pas bien. Et toi, maman, ça va? Que se passe-t-il? Je voulais simplement te parler. J'ai quelque chose de pas facile à te dire. Jo, j'espère que tu n'as pas... Tu n'as pas bu, Jo? Si, maman. J'ai bu. Ce n'est pas ton genre. Non, enfin, je sais pas. Qu'est-ce que tu fais dans les rues à 7 heures de la nuit, dans cette ville de fous? C'est dangereux! En réalité, je ne suis pas dans la rue, maman. Je suis près du hangar à bateau dans le parc. Quel parc? Central Park. Central Park, Seigneur Dieu! Mais que peux-tu bien faire à Central Park à 7 heures de la nuit? Jo, j'assigne que tu dois rentrer chez toi immédiatement. Rappelle-moi en arrivant. Je viens ici pour regarder, maman. De temps en temps. Pour regarder. Regardez, mais que peut-il y avoir à regarder à 4 heures? Maman, est-ce que papa m'a aimé? Quoi? Est-ce qu'il m'a aimé? Allez, rentre chez toi maintenant et rappelle-moi quand tu es arrivé. Réponds-moi. Ce sont des pleurniches qui t'ivronnent. Je n'aime pas cette conversation. Oui, bon. Tu aimeras encore moins la suite. Jo? Maman? Maman? Je suis homosexuelle, maman. Ouah, ça fait un drôle d'effet de s'entendre dire ça. Allô? Allô? Je suis homosexuelle. Je t'en prie, maman, dis quelque chose. Tu es assez grand pour comprendre que ton père ne t'aimait pas sans avoir besoin de te comporter de façon ridicule. Quoi? Allez, rentre chez toi maintenant. Ta femme t'attend. Je dois me recoucher. Ce coup de fil. Oublions que tu m'as appelé. Maman? Tu as assez parlé pour ce soir. Boire est un péché! Un péché, ça ne va pas avec l'éducation que je t'ai donnée!
étais-tu? Dehors. Où ça? Dehors, c'est tout. Je réfléchissais. Il est tard. Je devais réfléchir à plein de choses. J'ai laissé brûler le dîner. Pardon? Pas mon dîner. Le mien, ça allait. Le tien, je l'ai remis dans le four. Et j'ai tourné les boutons à fond et je l'ai regardé se calciner. C'est encore chaud. Tu le veux? Pourquoi tu as fait ça? Je sais. Ça ressemble à ce qu'aurait fait une femme au foyer, psychologiquement dérangée, sexuellement frustrée et bourrée de pilules. Donc je l'ai fait. Qui pourra encore me dire ce que j'ai à faire? Combien de comprimés? Une poignée. Ne change pas de sujet. Ne parlez pas quand tu seras... Non, non, ne fais pas ça. Je vais bien. Les comprimés, c'est pas le problème. Je veux savoir où tu étais. Je veux savoir ce qui se passe. Ce qui se passe où? Dans mon boulot? Le travail n'a rien à voir. Je t'ai dit que j'avais besoin de temps pour décider. Ce n'est pas le travail. J'ai parlé au téléphone à Monsieur Cohn et il m'a dit de faire ça. Ce n'est pas... Il semble qu'on ne puisse tirer de toi aucune parole sensée, donc... Tais-toi. Bon alors. Réponds à ce que je te demande. Mais à quoi? Je sais plus. Qu'est-ce que tu veux me demander? Allez, pose ta question, vas-y. Je ne peux pas. J'ai peur de toi. Je suis fatigué, je vais me coucher. Dis-le sans que j'ai à te le demander, je t'en prie. C'est fou que tu puisses penser que je sois... Quand tu reviens le soir, tu as un visage qui est différent de celui que je connais. Je suis saisie par l'air que tu as, veule et dur. Même ton poids dans le lit la nuit, ta façon de respirer dans ton sommeil. Je ne les reconnais plus, tu me terrifies. Je te connais. Oui, je suis l'ennemi, c'est clair, ça ne change pas. Je crois que tu es le seul à détester faire l'amour. Mais moi aussi. Je déteste le faire avec toi, je suis contente qu'on ne le fasse plus. Je rêve que tu me fasses si fort que mes articulations se brisent, comme de la cire, et que j'éclate en morceaux. C'est comme un châtiment. J'ai fait une erreur en t'épousant, j'ai toujours su. C'était un péché, il était en train de nous détruire. Je devine toujours quand tu as pris les comprimés. Ton visage devient rouge, tu te mets à suer. Et franchement, la plupart du temps, c'est pour cette raison que je n'ai pas envie d'eux. À cause de... Quand tu es comme ça, eh bien, tu n'es pas tout. Je peux te poser une question? Mais demande, enfin, qu'est-ce que... Es-tu homo? Oui. Si tu essaies de sortir maintenant, je remets ton dîner dans le four. Et je pousse le feu à fond, j'enfume et j'asphyxie tout l'immeuble. Alors pour une fois, aide-moi. Sinon je le ferai. Et maintenant, réponds à ma question. Et si je... Réponds. On verra ensuite. Non, je ne le suis pas. Je vois pas ce que ça change. Personne n'en connaît l'origine. Et personne ne sait comment le soigner. La théorie la plus sérieuse parle d'un rétrovirus, le VIH. Sa présence se signale par la production d'anticorps inopérants. Le système de défense immunitaire cesse de fonctionner. Le corps devient alors le lieu d'une multitude d'infections microbiennes. Le sarcome de Kaposi, des lésions ou des ganglions, ou un problème de gorge.
Ton histoire est passionnante, monsieur le sorcier, mais putain, pourquoi tu me racontes ça? Eh bien, je viens de faire un prélèvement sur une des 3 lésions, dont l'analyse dira très certainement qu'il s'agit d'un sarcome de Kaposi. La bouche. Autre signe, tu as aussi une candidose dans la bouche, et encore plus nettement, une mycose sous 2 ongles de la main droite. Donc je te parle de... Cette maladie? Ce syndrome. Oui, appelle ça comme tu veux. Elle touche surtout les homosexuels et les drogués. Surtout, oui. Les hémophiles également. Ouais, les homosexuels et les drogués, alors en quoi ça me pose pas? Qu'est-ce que tu vas supposer? Roy. Je ne me drogue pas. Écoute, Roy. Quoi? Écoute, Roy. Tu me soupçonnes d'être un drogué, Henri? T'as trouvé des traces de piqûres? C'est idiot. Dis-le. Dire quoi? Dis, Roy Cohn, tu es un. Roy. Tu es un. Et pas Roy Marcus Cohn, tu es un drogué. Non, ça commence par un H, Henri. Allez. Écoute, je ne vais pas... Avec un H, Henri. Et ce n'est pas hémophile. Pourquoi tout ça, Roy? Non! Dis-le! Alors? Dis-le! Roy Cohn, tu as eu des relations sexuelles avec des hommes très souvent, Roy. Et un de ceux-là, ou plusieurs d'entre eux, t'a transmis cette maladie. Tu as le sida. Le sida. Tu vois, Henri, le problème c'est que tu t'attaches trop aux mots, aux étiquettes. Tu crois qu'ils disent ce qu'ils semblent vouloir dire. Le sida, gay, homosexuel, lesbienne, tu crois que ces mots veulent automatiquement dire avec qui les gens couchent, mais ils ne disent pas ça, non? Non, comme toutes les étiquettes, ça veut dire une chose et une seulement. La place et la fonction de chacun dans la chaîne alimentaire. Dans le jeu de qui pique la bouffe à qui. La question, c'est pas qui je baise ou qui me baise, mais qui j'appelle au téléphone et qui me doit ses faveurs. Voilà ce que dit une étiquette. Les homosexuels sont des hommes qui ne connaissent personne, qui n'ont aucun pouvoir, zéro. Tu crois que je peux être ça, Henri? Non. Non, du pouvoir, j'en ai beaucoup. Je peux décrocher ce téléphone, faire une quinzaine de numéros. Et tu sais qui va finir par répondre? Le président? Mieux que ça, Henri. Sa femme. Tu m'impressionneras toujours. Je ne cherche pas à t'impressionner. Henri, je veux juste te montrer que Roy Cohn n'est pas un homosexuel, mais un hétérosexuel qui s'éclate avec des mecs. Très bien, Roy, très bien. Alors, quel est ton diagnostic? Tu as le sida, Roy. Non! Le sida est pour les homosexuels! Oui. J'ai un cancer du foie. Peu importe ce que tu as, mais c'est une très mauvaise nouvelle. Et je n'ai pas le moindre truc à te donner pour te soigner. On expérimente un nouveau médicament à l'hôpital de Bethesda. Mais il y a une liste de date de 2 ans et je ne peux pas t'y inscrire puisque... Alors, prends ton téléphone, Roy, fais tes 15 numéros et demande à la première dame des États-Unis de faire inscrire pour expérimenter ce nouveau médicament contre le cancer du foie. Parce que peu importe ce que tu diras, ça ne changera rien. C'est très grave, Roy.
sourire, Roy. Qu'est-ce qui nous vaut ce grand sourire? Je suis sur le départ, Ethel. Tous mes amis, debout sur le rivage opposé, bouche ouverte comme des carpes, regarderont le Tout-Puissant séparer en deux les œufs de la mer morte pour permettre à son petit Roy chéri de rejoindre l'autre rive du Jourdain, à pied sec et toujours membre du barreau. Ne tire pas de conclusion trop rapide, Roy. C'est trop tard. Trop tard. J'ai voulu être la première à vous l'apprendre. Le jury a prononcé le jugement vous concernant. Ils sont réunis depuis 4 jours à peine. Votre radiation a été demandée. Le bureau exécutif doit encore statuer, et ça prendra au moins une semaine. C'est et fait. d'ici là. En quelques minutes, le bureau exécutif a statué. Je suis... L'un des membres du barreau a même dit à son voisin « Enfin! Voilà 36 ans que j'attends de pouvoir virer ce PD. » Je suis... Ils ont gagné, Roy. Vous n'êtes plus avocat. Est-ce que je suis déjà mort? Non. Mais vous êtes perdu. Je venais pour vous pardonner, mais je ne me crois capable que de votre malheur. Je vous ai tellement haï. J'ai fait grandir ma haine jusqu'au plus haut du ciel. Et j'en ai fait une toute petite étoile qui brille comme une pointe d'aiguille au fond du firmament. C'est l'étoile de la haine d'Ethel Rosenberg. Et elle ne brille qu'une seule nuit par an, le 19 juin, d'une lumière d'un bleu électrique. Je suis venue pour décider si je pouvais vous pardonner, mais je ne me crois capable que de me réjouir de votre malheur et d'espérer que votre mort soit encore plus horrible que la mienne. Et cela se passe bien ainsi, Roy. Vous êtes en train de mourir comme une loque en vaincu. Vous avez pu me tuer, moi, mais vous n'avez jamais pu me vaincre. Vous n'avez jamais gagné contre moi. Et quand vous serez mort, de vous on dira, il aurait mieux valu qu'il ne naisse jamais. Maman? Ma petite maman? Est-ce que... Maman? C'est Ethel, Roy. Ma mère, je ne me sens pas bien. Je ne suis pas... En tant que te pense, maman, depuis toutes ces années, je ne me sens pas bien. Chante-moi quelque chose. Roy, je ne suis pas votre mère. Je ne me sens pas bien. Chante-moi quelque chose, je te prie, il gèle ici. Et il est très tard, je devrais déjà être dans mon lit. Ne sois pas en colère. Mais j'ai peur. Enfin, un petit peu. Ne sois pas en colère. Chante-moi quelque chose, je te prie. Non, je ne veux pas, Roy. Je t'en supplie. Cet endroit me fait peur. Oh Dieu. Oh Dieu. Je regrette tellement. C'est terminé. Réveillez-vous, Roy, c'est l'heure de... Oh.
conclusion que c'était toi. Dire que tu as marché à cette grosse ficelle de ma belle. Je voulais simplement voir si j'étais encore capable de faire chanter une comptine à Ethel Rosenberg. J'ai gagné! Putain de merde. Si je reviens un jour dans le coin, je veux venir sur la forme d'une pieuvre, pas d'un homme. Pas d'un homme. Une salle. Ne quittez pas. Dominique Blanc, pour vous, qu'est-ce que le théâtre? Écoute, pour moi, le théâtre, c'est vraiment l'art qui réunit les vivants et les morts. Voilà. C'est un lieu de mémoire tellement précieux, le théâtre, qu'il permet de se rappeler régulièrement de gens qui sont morts. Tu vois, à l'Antiquité, les Euripides, Sophocle, tu vois, tous ces auteurs-là, qui parviennent et qui nous parviennent encore et que l'on joue encore. Je trouve ça magnifique, vraiment. Donc pour moi, c'est vraiment ça. C'est l'art qui réconcilie les vivants et les morts, vraiment. Merci beaucoup de nous avoir rencontrés et de nous avoir raconté un peu de vous. Avez-vous un dernier mot à adresser aux élèves avant qu'ils se mettent sur scène pour jouer 1789? J'espère que j'ai répondu grosso modo. Voilà. Merci. Vous savez, alors, depuis que j'ai ce statut au programme du bac, je rencontre évidemment beaucoup de lycéens, hein, parce que j'adore ça. Et moi, je leur ai dit, dès le début, il faut que j'aille sur le terrain. Donc, je vais sur le terrain, où je fais venir les lycéens au théâtre. Parce qu'il y a beaucoup de lycéens qui ne sont jamais rentrés dans un théâtre de leur vie. Et quand j'ai vos questions, je peux vous dire que j'apprends sur moi-même et sur vous, certainement autant que vous apprenez sur nous. Est-ce que vous avez des questions qui sont d'une intelligence, d'une précision formidable, que la plupart des médias n'ont pas? Vous voyez ce que je vais dire? Donc voilà, c'est moi qui vous remercie avant tout. Et je vous dis, et vous savez comment on dit merde? Oui. Alors en Allemagne, on dit toi, 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 et on crache par-dessus une épaule. Est-ce que vous savez comment on dit merde en grec? Non. Scata, scata, scata. Scatologie, hein. Vous voyez? Ouais, c'est la matière, ouais. C'est le caca. C'est comme merde, c'est pareil. Alors je vous dis scata, scata, scata pour le bac.
Je reviendrai prendre vos doléances dans 1 heure. Dans 1 heure? Il faut l'écrire. Prends du papier. Du papier. Faisons des points. Enfin, Gaspard, le papier, c'est en muscle. Je peux prendre un carré de notre drap. Notre drap? Il va pas nous chanter un drap. On va pas laisser pour un drap, non? Non, non. Un drap. Un drap. Je commence par Gabelle. Il me faut une plume. J'écris Gabelle au roi. Avec quoi je marque? Avec quelque chose de noir. J'ai pas de noir. Vous avez quelque chose de noir? De blanc? De rouge? Du rouge, Gaspard. Ben, il faut du sang. Tiens, coupe-moi. Ah, ça dame, non. Je te couperai pas pour la Gabelle. Coupe-moi, je te dis. Non, je te couperai pas. Bah, coupe-le, puisqu'il te le dit. Coupe-le, bah, coupe-toi, toi. J'écris Gabelle. Comment on fait un gueux? Mais écris Gabelle. Bah, écris, toi. Je sais même pas faire un gueux. Si vous n'avez rien écrit, on ne pourra rien changer. Et puis les jours se sont mis à passer, bientôt les semaines. Et on s'est aperçu qu'en réalité, rien ne changeait. Et que le roi n'avait pas du tout l'intention d'abandonner quoi que ce soit de son autorité. Bien au contraire. Il était bien décidé à la reconquérir entièrement et de nous avoir à nouveau à sa merci. Mais que pour ça, il était prêt à employer tous les moyens. Par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on n'avait pas grand-chose à manger cette année-là. La récolte avait été très dure en 1988. L'hiver avait été très long et très mauvais en 89. Partout, c'était la famine. Et il fallait faire la queue pendant des heures devant les boulangeries. Les enfants mouraient par centaines. En cette année-là, dans tout le royaume, la plus terrible famine sévissait. Les femmes étaient trop affaiblies pour nourrir leurs enfants. Et durant tout le jour, les hommes partaient à la recherche de nourriture. Ils revenaient les mains vides. Ma femme, je n'ai pas trouvé de feu. Ma femme, je n'ai point trouvé de pain. Ma femme, je n'ai point trouvé de lait. Ma femme, je n'ai rien rapporté. Nous sommes perdus. Nous sommes maudits. Pour toujours. Et notre enfant aussi. Donne-le-nous, ma femme. Que je le berce, ma femme. Que je le caresse, ma femme. Que je l'endorme. Eh bien voilà que le roi, au lieu de remédier à cet état des choses, comme c'était son devoir après tout, s'est dit au contraire que c'était un très bon moyen de nous remettre au pas, comme il disait. Il n'y avait plus rien à manger. Plus un chariot de graines qui rentrait dans Paris, plus un chaland de farine sur la Seine, plus rien à manger.
Tout était détourné, réquisitionné. Pour Versailles, pour le roi, pour la reine et pour la cour. Et puis voilà que non content de nous affamer, il a aussi voulu nous effrayer. Et un beau jour, on s'est rendu compte que Paris était entouré par 20 000 soldats. Et pas n'importe quel soldat. Pas des soldats français. Parce qu'il s'était dit que des soldats français, c'était des gens comme nous, qui pouvaient fraterniser avec nous. Alors il avait fait venir des soldats étrangers, des mercenaires, des Suisses, des Autrichiens, des Allemands. Et il en avait disposé dans toutes les églises de Paris, à toutes les portes, mais aussi à l'intérieur au Champ de Mars, à l'école militaire, presque dans le Marais et à Versailles. Il en avait disposé dans toute l'Assemblée. Et nous, quand on les voyait, ces gens-là, on se disait, mais qu'est-ce qu'ils font là? Mais si le roi les a fait venir, c'est qu'il allait bien faire attention contre nous. C'est qu'il veut faire sauter Paris, nous massacrer, chasser nos députés. On avait très peur, et c'était ça qu'il voulait. Et puis, il y en a encore eu, une autre idée. Necker, le ministre, nous, on l'aimait bien. On le considérait comme notre ami. Après tout, souvenez-vous, c'est quand même lui, Necker, qui avait divulgué les dépenses de la cour. C'est lui qui avait montré que l'atroce misère du peuple venait en partie de là. Et les impôts, ces impôts si lourds à porter. Eh bien, c'est quand même lui, Necker, qui avait demandé à ce qu'ils soient répartis plus équitablement. À ce que les nobles aussi en payent leur part. Et les États généraux, ces États généraux, qui, je le répète, avaient tant représenté, eh bien, c'est quand même lui, Necker, qui avait soufflé au roi de les convoquer. Approchez! Approchez! Nous allons vous jouer la célèbre comédie, la réunion des États généraux. La scène commence à Versailles. Et à Versailles, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Louis XVI qui entre deux chaises. Approchez! Approchez! Nous allons vous jouer la célèbre comédie, la réunion des États généraux. La scène commence à Versailles. Et à Versailles, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Louis XVI qui entre deux chaises. Approchez! Approchez! Nous allons jouer la célèbre comédie, la réunion des États généraux. La scène commence à Versailles. Et à Versailles, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Louis XVI qui entre deux chaises. Approchez! Approchez! Nous allons jouer la célèbre comédie, la réunion des États généraux. Je suis le tiers état, venu de loin et fier d'être là. Ça sent la boue. Ça sent le fumier. Je dirais même bien
25 millions de Français. C'est une infamie, c'est la déconfiture. Laissez-moi faire. Monsieur du tiers état, approchez, approchez, que je vous donne ma bénédiction. Laissez-vous un peu de l'avant, encore un peu, là. Et maintenant, allons à Versailles, nous plan de roi. Pendant ce temps-là, à Versailles. Louis, ça va pas? Oh, non. On a plus d'argent. Mais si, on a de l'argent. On a l'argent des États généraux. Ah, c'est donc ça les États généraux? Eh bien oui. C'est ça, les États généraux. Alors, il faut m'envoyer des quais. Écoute, ma chérie, les clercs, pourtant... Allez, Louis! Tu vas renvoyer des quais, tout de suite! Oh, mon clergé fidèle, de votre roi, ne craignez rien. Pour ma noblesse, pour ma belle, dont la canaille n'aura rien. Qu'elle donne tous ses écus et qu'on en finisse. Qu'elle donne tous ses écus et qu'on en rend plus. Ne perdez pas Allons travailler pour le peuple. Il n'y a personne. Personne? Mais comment ça, je suis le représentant du tiers-état? Oh, le tiers état. Nous, on l'aimait bien, les Caire. Et ben justement, parce qu'on l'aimait bien, le roi l'a fait renvoyer. Et ben ça, messieurs, dames, quand la nouvelle du renvoi de Necker est arrivée jusqu'à Paris, on s'est dit, on peut pas laisser passer ça. Ce serait pas honnête. C'est à l'homme-là qui nous a aidés. Eh bien, maintenant qu'il était dans le besoin, c'est à nous de l'aider. Je me souviens du renvoi de Necker. C'était un dimanche, 17 juillet, il faisait beau. On a renvoyé Necker. Il faut faire quelque chose. Et d'abord, pour commencer, je ferme la bourse. Vous m'arrêtez, Necker? Oui. Ils ont renvoyé la bourse. Ils ont fermé la bourse, vous inquiétez? Je ferme la banque. La bourse, ils ont fermé la bourse. Il a fermé la banque. On ferme la boutique. La révolution. La révolution. Alors on s'est dit, on va manifester. Au pacifiquement remarqué. On n'avait pas d'armes, ni rien. On a été aux Tuileries par ce dimanche d'été, un peu comme on aurait été à la promenade avec les femmes, avec les enfants, mais aussi avec des bustes de Necker qu'on avait trouvés dans les musées. On avait voilé de crêpes et qu'on portait sur nos épaules, pour montrer qu'on n'était pas content, qu'on portait son deuil en quelque sorte. Et bien là, dans cette foule, oui, je vous le répète, il y avait des femmes, il y avait des enfants. Vous ne savez pas ce qu'ils ont fait
chargé là-dedans avec des dragons. Des dragons à cheval et au sabre clair. Les dragons du prince de Lambès, c'était le prince lui-même chargé à la tête de ses troupes. Alors là, mesdames et messieurs, je ne sais pas si vous imaginez ce que ça peut donner, une charge de cavalerie dans une foule comme ceci. Si vous imaginez la terreur des gens, la panique, la bousculade, les gens qui courent de tous les côtés, qui tombent, qui trébuchent, qui se piétinent. Mais ce jour-là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. C'est que les gens ont eu peur. Oh oui, ils ont eu peur. Mais ils n'ont pas abandonné. Et au contraire, le tocsin s'est mis à sonner dans toutes les églises de Paris. Et le canon a tonné au palais royal pour prévenir les autres. Ceux qui étaient restés chez eux, qu'il se passait quelque chose et qu'on avait besoin d'eux. Et qu'il fallait qu'ils descendent eux aussi dans les rues. Et le miracle, c'est qu'ils sont tous descendus et qu'on s'est réunis par quartier, par corporation, dans les églises, dans les lieux publics, partout on pouvait se réunir. Et qu'on s'est dit, cette fois-ci, on va pas se laisser faire. On va se défendre. Et pour se défendre, il nous faut des armes. Mais c'était ça qui était pas facile. C'est que des armes, nous, on n'en avait pas. C'était juste si on savait où il y en avait. Forger des pics. Alors c'est ce qu'on a fait. On a forgé des pics. 50 000 pics. On a forgé en 36 heures. C'était pas si mal. Mais qu'est-ce que vous voulez faire avec des pics contre des canons? Alors, on a pillé les magasins d'armuriers. Il y en a même qui ont été aux garde-meubles. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé aux garde-meubles? Des vieux fusils, des vieilles armures. Des fusils qui dataient de la guerre de 100 ans. On ne pouvait rien faire avec ça. Alors, on a été aux Invalides. Aux Invalides. Et aux Invalides, il y en avait des fusils. Mais lorsqu'ils ont appris qu'on s'y portait en foule et qu'on avait prévu de les cacher dans les caves, la garnison a reçu l'ordre de les cacher dans les caves. Mais ça, nous, on l'a appris. Alors on s'est pas laissé faire, on a déballé les escaliers, on a défoncé les portes jusqu'à ce qu'on les ait trouvés, les fusils. Mais les premiers, mettez-vous à leur place. Quand ils avaient leur fusil en main, ils n'avaient plus qu'une seule idée, c'était de remonter. Et là, à ce moment-là, ils se heurtaient dans le feu des hommes qui descendaient. Et là encore, il y en a eu des bousculades. Il y a des malheureux qui ont failli rester là, étouffés dans le fond des caves. Mais quand même, aux Invalides, on a trouvé 28 000 fusils et 20 canons, on a trouvé. Nous voilà avec des fusils, pas de poudre, pas de balles. Qu'est-ce que vous voulez faire, messieurs, dames, avec des fusils, pas de poudre et pas de balles? Alors ça a recommencé. Les magasins de salpêtres, la garde française aussi en avait des balles, qui fraternisaient, qui les partageaient avec nous. Mais ça n'en faisait pas assez. On était presque 42 000 à ce moment-là. Alors, d'un coup, il y a un bruit qui a couru. De la poudre, des balles. Il y en a, vous savez où? À la Bastille! À la Bastille! Alors on y a été à la Bastille. Et on s'est adressé à Delaunay. Le gouverneur de la Bastille, on lui a dit: Delaunay! Donne-nous des armes! Bah il n'a pas voulu nous en donner. Alors, on a les sièges devant la Bastille. Mais c'est que c'était pas facile. C'est que la Bastille, c'est un château fort. Une forteresse avec des murs comme ça, avec des ponts-levis, avec des grilles. On savait pas comment rentrer dans ce machin-là. Alors on était là, tout autour, on piétinait, on s'énervait. Il y avait à l'intérieur une délégation qui avait réussi à rentrer, parce qu'il y avait un député à sa tête. Thuriot! Il s'appelait le député Thuriot. Il essaie de convaincre Delaunay de nous donner des armes. Qu'il n'y aurait pas d'effusion de sang. Mais Delaunay ne voulait rien entendre. Alors Thuriot, il est revenu gros comme Jean. Et il nous a dit:
Et alors, ils se sont mis à nous tirer dessus. La double garnison de Delaunay, un régiment d'invalides et de Suisses. Puis un moment, il y a une deuxième délégation, qui est aussi de l'hôtel de ville. Cette fois-ci, avec un drapeau blanc en tête pour parlementer. Et nous, quand on a vu le drapeau blanc, on mettait pas notre place, qu'est-ce qu'on a fait? Et ben on a baissé nos armes, et on a cessé de tirer. Tirer sur la délégation, sur le drapeau blanc. On a dit, ça fait rien, plus il y aura de morts, plus il y aura de blessés. Eh bien, ça comblera les fossés et on pourra passer. Et c'est ce qu'on a fait. On est passé de la première course à la deuxième, de la deuxième dans la troisième. Nos rangs s'éclaircissaient. Il y en avait qui tombaient. Il y avait des morts, il y avait des blessés. Il y avait du sang qui coulait, de la fumée parce qu'il y avait le feu dans les cuisines. On n'y voyait plus un du pain. On ne savait plus qui était avec nous, qui était contre nous, mais on avançait, et puis, à un moment, les invalides, ils ont eu honte. Ils se sont rendus compte de ce qu'ils étaient en train de faire, qu'ils étaient en train d'égorger le peuple de Paris, qu'ils n'en avaient pas le droit. Alors, ils ont baissé leurs armes, ils ont refusé de tirer sur nous, ils ont forcé Delaunay à se rendre. Faute d'erreur, il était Delaunay, et il s'est rendu. Et on l'a prise, la Bastille. On l'a prise. Citoyens, le roi a renvoyé les 20 000 hommes et a rappelé Necker. Le roi viendra à Paris pour recevoir la cocarde. Dès demain sera entreprise la démolition de la Bastille et nous danserons sur ses ruines. Le peuple est vainqueur. Le peuple est vainqueur. Article 1. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Article 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Article 4. Article 4. La loi consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Article 5. La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Article 6. La loi est l'expression de la volonté générale.
Article 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les règles qu'elle a prescrites. Article 8. La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires. Article 8. Nul ne doit être inquiété de ses opinions, même religieuses, pourvu que ces manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Article 11. La libre communication des pensées et des opinions est l'un des droits les plus précieux de l'homme. Article 12. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc instaurée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle a été confiée. Article 35. Lorsque l'État viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le droit le plus sacré et le devoir le plus obligatoire.